réunion. Et je vais donner la parole à M. Franz Golter qui va animer cette réunion. Alors, bonjour tout le monde. Buenos días a todo el mundo, a todas las amigas y los amigos que están presentes, à tous nos amis qui sont ici présents dans cette rencontre sur Zoom. On aurait bien voulu que cette rencontre se fasse ou à Santiago ou à Montréal, mais en fait, on doit se limiter à Montréal. Et effectivement, je connais Carmen, c'était pas à l'époque Carmen Vaillancourt, c'était plutôt Carmen Sabat. Je la connais sur le campus de l'Institut pédagogique national. Elle était en sociologie, moi j'étais en histoire. Et donc, c'est l'histoire d'une vieille amitié, en plus qui s'est poursuivie avec une émigration vers le Canada, plutôt vers le Québec. Et nous sommes un peu arrivés. Moi, je me rappelle les premiers temps de l'arrivée de Carmen, où elle parlait très peu encore le français. Je l'ai visitée, c'était à Drummondville. Je suis passé la voir chez elle, on a déjeuné ensemble. Et donc, et là, elle était devenue Carmen Sabat Vaillancourt. Bon, alors voilà, c'est une histoire extrêmement intéressante, ces chimères de la 70e longitude. Et quand elle m'a présenté le manuscrit, je me suis demandé pourquoi elle écrivait en français et pas en espagnol, puisque dans notre centre, dans notre maison d'édition, on publie aussi en espagnol. Mais bon, elle avait fait le choix, et c'est toujours un choix extrêmement difficile pour une auteure, pour publier dans une langue je dirais, autre que sa langue natale, et surtout pour publier un roman. Donc, c'était toute une gageure, et en même temps, c'est très rare que des auteurs publient dans une autre langue. On peut les compter sur les doigts presque, ceux qui publient dans une langue qui est différente de la leur. Alors, c'était intéressant parce que c'est un roman qui arrive à temps. Qui arrive à temps, pourquoi? Parce qu'après toutes ces années de dictature, de transition politique, et on était en face d'un énorme mouvement social au Chili qui va aboutir pour l'instant à une élection présidentielle qui va amorcer une autre transition, un autre tournant dans l'histoire du Chili. Enfin, pour tous ceux d'entre nous qui avons vécu durant cette période, et moi, je suis un peu un étranger de l'intérieur, dans le sens où je suis arrivé au Chili, je devais avoir 19 ans. Et donc, ce sont les événements politiques qui m'ont marqué profondément. Là aussi, j'ai fait des amitiés. J'ai eu des amitiés qui sont restées un peu pour la vie. Et surtout, tous ceux que j'ai connus sur ce campus du pédagogique de l'avenue Macoul. Et là, le Chili de l'époque, c'est un Chili à la fois qui reçoit plein de réfugiés politiques, c'est un Chili qui vit une agitation politique, des débats politiques au sein des associations étudiantes, des confrontations politiques, et qui vont aboutir à cette élection de Salvador Allende. Alors, je ne vais pas vous raconter le roman, puisque nous allons en parler et nos invités vont en parler tout à l'heure. Mais voilà le contexte un peu. Et pour moi, qui venais d'Haïti, le Chili a été un moment extrêmement important dans ma vie. Je dirais, tout comme après le Québec, où j'ai quand même vécu plus de 40 ans. Et donc, cette histoire me touche profondément et doublement. Alors, on va commencer avec Carmen, qui va commencer par nous parler de ce projet qui l'a conduite à présenter son roman. Alors, Carmen, tú tienes la palabra, tu as la parole, Carmen. Ok. Marinette, n'oublie pas que s'il y a des problèmes, tu lèves la main et je vais traduire, ok? Non, c'est bien, je comprends tout. Ok. Et bon, la première chose, pourquoi j'ai commencé à écrire ce roman,
En fait, je l'avais commencé, ça fait depuis quelques années déjà. Et pour des circonstances hors de mon contrôle, entre nous, en séparation, mon activité politique au Parti québécois, et mon travail, etc., alors je n'ai pas pu continuer. Mais c'est qu'une des raisons qui m'a amené à les reprendre, vous allez les comprendre maintenant, quand j'ai apparu sur les listes de Pinochet dans lesquelles je pouvais rentrer au pays, à peu près 15 ans après, je suis rentrée au pays, je me trouvais avec un pays qui avait tellement changé que j'avais beaucoup de tristesse parce que je voyais un pays dans lequel il y avait un modèle néolibéral brutal avec une nouvelle forme de violence qui était la pauvreté, avec lequel je me confrontais. Un pays dépolitisé ou apparemment dépolitisé. Alors, cela m'a hanté pendant des années. Et lorsque est venue la révolte de 2019, je me dis qu'il fallait que je retourne à l'écriture et que je finisse ce roman que j'avais commencé à écrire. Pourquoi? Parce que je m'inscris dans la lutte contre l'oubli et la récupération de la mémoire. Parce que si on n'a pas de mémoire, toutes les injustices, les détenus disparus, les crimes, ils vont rester impunes dans l'impunité totale et ça, on ne peut pas les permettre. Il ne faut pas oublier que dans les années 82, il y avait commencé les révoltes sociales avec les crises économiques. Et là, on voyait la répression brutale aussi qui s'avait déclenchée de part de la dictature. Beaucoup de gens disparus, beaucoup de nos amis même qui ont été tués, on le sait, des compagnons d'école de sociologie qui ont été massacrés, détenus, disparus. Et ça m'a hanté. Ça m'a hanté pendant des années. Je me dis, il faut que j'apporte avec un petit grain de sel. Et ça, c'était dans mon cas, dans l'écriture, puisque j'avais sorti du Parti québécois, j'étais beaucoup plus vieille, je pouvais avoir plus de temps. Et là, avec tous les événements qui s'est passé au Chili, je pouvais reprendre l'écriture. Et une autre chose qui m'a fait reprendre l'écriture, c'est qu'au Chili, beaucoup de gens, surtout la droite et l'extrême droite, ils disaient qu'il fallait tourner la page. Et moi, cela, je ne le ferai jamais, et mon roman en témoigne. Parce que tant et aussi longtemps qu'il y a des détenus disparus, qu'il y a de la répression, on ne peut pas rester indifférent et il faut lutter toujours pour récupérer cette mémoire et récupérer cette histoire. Le fil conducteur, c'est les deux protagonistes, Pablo et Francisca, parce que le roman, c'est un roman sociopolitique dans lequel la fiction et la réalité se mêlent. Et alors, dans cette histoire d'amour, il y a de la fiction et de la réalité. Et ça m'a venu à l'esprit ce qu'avait dit Zambra, un novelliste chilien, mais qui reste au Mexique, qui avait dit dans une entrevue, la fiction interpelle et interroge la réalité. Voilà. Alors, je te demanderai une autre question. Pourquoi as-tu choisi d'écrire en français et non pas en espagnol? ¿Por qué elegiste escribir en francés y no en espagnol? Bon, mais je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de peine parce que j'avais commencé en espagnol. Et je me suis rendu compte que mon espagnol était très rouillé. En espagnol, mi español estaba muy oxidado. Afrancesado, un espagnol afrancesado. Y rouillé, j'avais pas la fluidité que j'avais quand j'écrivais en français. Donc,
cet aspect-là a fait qu'il m'a dit, bon, je vais écrire en espagnol. Et je ne trouve pas les mots quand je vais employer des mots plus poétiques, par exemple. Je ne les trouvais pas. Alors, quand je prenais la plume et j'écrivais en français, c'était fluide. Ça, je me dis, bon, j'espère qu'on va les traduire en espagnol, mais c'était beaucoup plus facile pour moi d'écrire en français qu'en espagnol. Il ne faut pas oublier que pendant 40 ans, j'écrivais en français quand j'ai appris le français. Donc, mon espagnol, en fait, était pas mal oxydé, rouillé. Voilà. Je peux demander une chose? Oui, Yvette. Le fait que tu as 2 enfants qui sont grandis maintenant et la langue maternelle, c'est le français pour eux, est-ce que ça n'a pas joué un rôle aussi de transmettre? Parce que je me rappelle dans ton roman, et tous les fois, les rencontres avec des enfants pour les expliquer les décisions que tu prenais d'aller au Chili, de retourner, après d'habiter là-bas et tout ça. Est-ce que ça n'a pas joué un rôle, le fait de choisir le français à cause de tes enfants, à cause de la famille? Les choix en français au Québec, c'était pas un des éléments, oui. Mais le choix du français, c'était quand je suis arrivée au Québec et j'ai connu la réalité du Québec. Et quand j'étais allée à l'université étudier, tout ce que je pouvais lire sur le Québec. En parenthèse, j'ai enseigné à l'UQAM l'histoire socio-économique du Québec. Pour moi, c'était passionnant. Pourquoi? Parce que me semblait que le Québec, d'une façon ou d'une autre, rejoignait notre réalité en Amérique latine. Pourquoi? Parce qu'on disait toujours qu'on avait les peuples avaient les droits à l'autodétermination. Ici, je me rappelle bien, le président Allende a mené souvent ça à dire un jour l'Amérique latine sera libre parce qu'il peut s'autodéterminer. Employer le mot autodétermination. Et moi, j'ai toujours cru dans l'autodétermination des peuples. Et quand j'ai connu l'histoire de Québec et la lutte entre les Français, la lutte pour les Français, mon choix était clair, j'ai choisi la langue française. Et je me suis intégrée facilement. J'ai partagé, pour moi, j'ai partagé aussi leur histoire, parce qu'un sociologue québécois disait, on n'est pas unique, on devient unique. Alors, pour moi, c'était très important. L'autre fait, c'est qu'effectivement, j'aimerais un Québécois et je n'avais pas de famille ici. J'étais toute seule. Donc, l'unique personne qui pouvait parler espagnol avec mes enfants, c'était moi. Mais eux étaient incertes dans un milieu très francophone. Et la troisième raison, et je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, et c'est correct, chacun a les droits. Et c'est que je voulais que mes fils aient une racine. Et la racine, c'était où il avait né, le Québec. Alors, je n'ai pas parlé de mon histoire juste à l'adolescence. J'ai parlé de mon histoire. J'ai essayé qu'ils vivent une vie le plus normale possible, tout en parlant de Chili, de ma famille, de mes ancêtres. Mais la racine, c'était au Québec parce que moi-même, j'avais des problèmes en étant un réfugié politique. Le Chili, il m'a accompagné toujours, il m'accompagnera toujours. Les luttes de Chili et du Québec, c'est mes luttes.
les deux. Et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles... mais il faut que je dise aussi que mon fils le plus jeune, lorsque a commencé le cégep, a voulu connaître ma famille au Chili. Alors, il est parti une année étudier. Alors, il a connu mes parents. Toute ma famille, c'est une famille élargie énorme. Il a appris l'espagnol. Et j'étais allée dans une mission avec Bernal Landry, qui était ministre des Relations internationales au Chili. Et on est allé en le mois de septembre, je ne me rappelle pas quelle année, Olivier, il y avait un cocktail, Olivier est venu, a dit bonjour à Bernard, et Bernard il a dit, bon, est-ce que tu restes ou tu reviens au Québec comme un bon Québécois? Et Olivier il a dit, j'ai fini mon année et je retourne. Alors voilà, ça m'émotionne beaucoup de vous raconter ça. Voilà. Alors, merci Carmen. J'aimerais peut-être passer, puisqu'on est sur le terrain entre le Québec et le Chili, de passer la parole à Madame Louise Harel, qui pour un peu parler de ce roman. Alors, Madame Harel, vous avez la parole. Merci. Alors, je crois que en fait, ça m'a vraiment beaucoup émue parce que moi, évidemment, Carmen le sait, j'ai toujours accompagné la lutte du peuple chilien et il y aura encore une commémoration en 2023 et j'ai accepté la présidence d'honneur des célébrations qui se feront à l'occasion de cette commémoration de la Fondation Salvador Allende. Et elle le sait aussi, moi j'y suis allée en 88, c'était en fait à l'invitation de tous les groupes de femmes pour tester ce que Pinochet présentait comme une ouverture et donc j'ai connu les citernes d'eau qui arrosent avec l'eau pendant les manifestations là, avec de l'eau sale. Mais ça m'a ému. Je vais vous expliquer pourquoi ça m'a ému. Parce que c'est un livre qui nous parle d'exil. Et pourtant, s'il y a une réussite d'intégration, c'est bien celle de Carmen. Oui. J'aimerais que vous sachiez que Carmen a connu dans sa vie professionnelle et dans sa vie politique québécoise une intégration dont peu de Québécoises et de Québécois ont connu. Alors, je ne pourrais, d'ailleurs, ce serait trop long, de vous citer tous les prix qu'elle a reçus, les prix professionnels et puis les reconnaissances aussi, en fait, comme patriote de l'année au Québec, comme femme d'exception, comme, en fait, un prix extrêmement important qui est lié à une héroïne québécoise, n'est-ce pas, Carmen? Mais cette vision de l'exil qui associe à la fois la vie personnelle et la politique, je crois que c'est ce qui fait la signature du livre de Carmen. Cette association qui permet en fait d'entrer à l'intérieur des relations très difficiles pour les personnes qui, en fait, auront toute leur vie l'exil au cœur, quelle que soit la réussite de leur intégration. C'est ce que moi, personnellement, j'ai compris en lisant son livre. C'est ce que je lui ai dit au lancement quand elle m'a demandé de prendre la parole. Voilà. Alors, merci beaucoup, Madame Harel. Mais vous savez, c'est-à-dire il y a des liens, comme on dit, que peut-être vous n'êtes pas très au courant, mais Carmen vient de plusieurs déracinements, parce qu'il y a quelque part, si je ne me trompe, soit le Liban ou la Palestine dans ton propre parcours familial, Carmen. Palestine. Palestine, voilà. Donc, voilà, elle est de ces nomades enracinés, et je veux dire
cette famille qui s'est enracinée, et Madame Harel, si je ne me trompe, son conjoint que j'ai connu à l'époque à Carrefour International est aussi un médecin palestinien. Madame Harel. Toujours médecin palestinien. Toujours mon conjoint. Toujours votre conjoint. Donc, alors, c'est très bien. C'est très bien. Alors, vous voyez, il y a des liens qui sont indirects, et Madame Vaillancourt est cette nomade enracinée, famille qui s'est enracinée au Québec, qui est déracinée par la dictature, qui se réenracine au Québec, mais avoir aussi dans... Mon grand-père. Elle porte en elle-même aussi cette partie du Chili qu'elle ne peut pas, qu'elle ne pourra jamais oublier, qu'on retrouve aussi, c'est-à-dire, en fait, c'est ce qui fait une vie très riche, celle de Carmen. Et je pense que beaucoup de nos amis qui sont présents ici portent aussi cet enracinement, déracinement, que ce soit Yvette ou peut-être Rosita ou Madame Boussi. Et je veux dire aussi que dans notre centre, on avait publié aussi avec José Del Pozo sur la pensée d'Allende, et on a publié aussi ce livre en espagnol sur la Tati Allende. Alors, pour moi, le Chili est très lié à ma propre histoire personnelle, puisque j'y ai vécu à l'âge de 19 ans, déraciné aussi par le coup d'État et réenraciné aussi au Québec. Alors, quelque part, c'est une histoire qui touche beaucoup d'entre nous, et je pense aussi à Rosita, qui est aussi enracinée ici. Alors, Rosita, qui est une grande amie de Carmen, on voudrait t'entendre aussi sur cette question. Oui, bien sûr. Et je suis d'abord très honorée de parler après Carmen, après Louise. Alors, l'histoire fait que nous sommes des femmes et nous nous sommes connues jeunes. Nous étions donc des femmes jeunes, pleines d'espoir sur ce qui venait devant nous vis-à-vis les aspects politiques, soit de notre pays d'origine, le Chili, soit du Québec. Donc, il est quand même vrai, et ce n'est pas le moment, mais je voudrais le faire quand même, là, parce que c'est l'occasion idéale, remercier Louise Harel. Alors, Louise Harel a été notre marraine, una madrina. Siempre tuvimos una madrina a nivel personal, a nivel afectivo, a nivel politico. Donc, Louise Harel est devenue pour nous une espèce de modèle pour le cheminement que nous avons pris par la suite. Alors, Carmen a écrit un roman, parce que c'est un roman. Donc, Francisca, ce n'est pas Carmen. D'accord? Et puis, elle a écrit en français. C'est un exploit énorme d'écrire un roman dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle. Pourquoi? J'ajoute à tout ce qui a été dit, à cette intégration totale que Carmen et moi avons vécue avec ces peuples québécois qui nous ont reçus les bras ouverts, et nous, on a eu la force d'arriver au Québec avec nos racines. Et le fait d'être ici avec nos racines chiliennes, j'ai toujours pensé que c'est de nous des femmes encore plus fortes pour nous intégrer ailleurs. Ça pourrait être le cas d'autres personnes qui sont ici devant l'écran aussi. Je voudrais finir en disant que l'histoire de Carmen et la mienne par rapport au Québec, c'est une histoire d'amour qui a passé surtout à travers la langue. Nous avons choisi de parler français, québécois. Nous avons lu son histoire, nous avons lu ses intellectuels.
On a été aidés, évidemment. Nos maris, à l'époque, étaient des Québécois. Mais c'était des Québécois plus chiliens que Québécois aussi, n'est-ce pas? Donc, il faut le dire aussi, il faut dire la vérité telle qu'elle l'était. Donc, c'est une histoire d'amour avec un pays qui nous a accueillis. Et moi, je trouve que avoir écrit les romans en français, c'est un cri d'amour de Carmen pour le Québec. Voilà. Gracias, Rosita. Maintenant, on laisserait la parole à notre amie Yvette. Yvette, c'est aussi une amie de l'époque de l'Institut pédagogique. Nous étions jeunes et je ne sais pas si moi j'étais beau, mais elles étaient toutes belles. Mais nous nous connaissions à l'époque, c'était l'époque de nos 20 ans et nous avons vécu cette époque avec beaucoup d'espoir. Et effectivement, après, nos trajectoires ont été différentes. Moi, j'ai eu une trajectoire un peu plus entre le Mexique et plus tard Haïti. Je suis revenu, redéporté vers le Québec. Yvette, elle est passée, en fait, dans une trajectoire vers l'Afrique et elle se retrouve en Afrique du Sud aujourd'hui. Heureusement, la technologie nous a permis, c'est peut-être un des bons usages et des rares usages de la technologie, de nous permettre de maintenir ces contacts. Alors, j'aimerais laisser la parole à notre amie Yvette Pias. Voilà, moi, c'est ma vieille copine de toujours. Bon, moi, je voudrais peut-être, avec la question des racines, j'ai des racines de Caraïbes, comme français. Mon père était cubain. Ma mère était franco-espagnole. Elle disait toujours espagnol, franco, le français, mais pas pour franco. Et ils ont vécu la guerre civile. Mon grand-père, et je racontais ça à Marie-Inès, il y a peu de jours, on a eu une longue conversation. Il était en prison et pendant beaucoup d'années. Je mentionne ça parce que Marie-Inès m'a inspirée pour enregistrer au moins ce que ça a été ma vie et les impacts sur la religion, par exemple. Je sais qu'on a beaucoup en commun avec Carmen et Marie-Inès aussi dans ce terrain. Je ne connais pas, je pense qu'avec Fanfan, avec France aussi. Mais pour moi, la guerre civile espagnole m'a marquée. Quand j'avais 14 ans, je suis partie du Chili pour connaître mon grand-père qui était déjà réfugié en France après une dizaine ou 12 ans de prison. Et j'ai connu le rôle de l'Église catholique avec les militaires. Et alors, j'avais une racine de Cuba, mon père, qui est sorti de là pendant la dictature de Machado, avant de Batista. Et je pense que une des choses, je parle sur ce thème, mais ce n'est pas vraiment la façon que Carmen a écrit son roman qui a beaucoup des éléments de toute l'histoire familiale et la question des langues, tout ça. Mais une des choses qui m'a beaucoup frappée dans un sens positif, c'est d'avoir logrado, achevé, elle a pu faire une intégration que je n'ai jamais vue avant, une intégration de la réalité politique, ce que signifiait l'exil. Moi aussi, j'ai perdu la nationalité chilienne que j'avais. On me l'a quittée et je suis été exiliée à Colombie
où Franz m'a visité. Je me rappelle, je ne sais pas si tu te rappelles. Très bien. Et après, quand j'étais militante du MIR pendant beaucoup d'années, on m'a dit, bon, tu dois faire du travail au Chile Democrático, aux États-Unis. Et j'avais l'anglais déjà parce que j'avais vécu pendant des années à New York et aussi à Cuba. J'étais à l'école, j'avais l'anglais et l'espagnol. Alors, j'étais là-bas et je pense que Carmen parce que toutes nous avons eu des romances, des amours, des camarades qui nous aimaient hors de la question politique, avec la politique, joint avec la politique, des relations de camarades et aussi amoureuses. Mais ce que j'ai vu qui m'a vraiment touché beaucoup avec le roman de Carmen, c'est comment elle a intégré dans chaque chapitre ses amours, pas seulement pour les enfants, mais pour Pablo et la nature. La nature apparaît dans tous les chapitres de son roman d'une façon extraordinaire. Pas seulement pour la décoration, la table et tout ça, les fleurs, mais pour se sentir femme, pour se sentir humaine. Et elle cherchait dans la nature. Et bon, j'ai connu le Québec quand j'allais pour des réunions politiques et j'ai vu un peu de cette nature, mais la façon dans laquelle elle a décrit ça et a intégré dans sa relation, dans la relation amoureuse de Francisca, était vraiment surprenante. Et aussi, avec ce qu'elle a fait, avec l'intégration politique, je n'étais pas membre du Parti socialiste, mais je connaissais un peu comme toutes nous, un peu les différentes factions, idées, tout ça. Elle a fait cette histoire d'une façon tellement cohérente. Elle a touché avec les relations des amis et sa relation personnelle avec Pablo, les débats, les discussions qui apparaissaient, comment la façon que toutes les idées politiques et les différentes positions politiques affectaient sa relation comme femme. Je me rappelle dans un des premiers chapitres où elle touche la question du machisme, par exemple. Je ne me rappelle pas tous les détails, mais elle se réfère aux questions, comme elle a dit, les questions d'être femme, comme a dit Rosita aussi. Et elle a pu intégrer d'une façon tellement fluide dans tout le roman ces éléments de l'exil, de la relation d'amour, de la nature, de ses enfants et des positions des différents secteurs du parti politique et comment les amis plus proches d'elle avaient des positions similaires. Quand elle questionnait à Rodrigo, par exemple, elle s'approximait à des amis qui aussi avaient des mêmes commentaires, mêmes critiques. Et elle confrontait à Pablo, Francisco, confrontait à Pablo, bon, et toi, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu as décidé de faire ça et pas l'autre? Mais en même temps, elle l'aimait avec la passion. Et je pense que c'était pendant tout le roman, cette intégration, je ne sais pas, peut-être
vous avez eu des expériences de lire quelque chose comme ça, de voir quelque chose. Moi, je n'ai pas eu la possibilité. C'est la première fois que je vois. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment frappée. Je me rappelle quand Marie-Inès a dit à Carmen, j'ai lu la moitié et je ne peux pas le laisser parce que vraiment, on est mêlé, on fait partir de toute son histoire pendant le Chili, pendant l'unité populaire, avant, après l'exil et tout ça, mais on faisait toute l'histoire qu'elle raconte, ça nous touchait à chacune de nous. Femme, par exemple, quand elle parlait de machisme, je commençais à me rappeler un processus que je viens de faire avec Marie-Inès. Mais il y avait des questions de machisme tellement fortes. Quand j'étais à Chile Democrático, aux États-Unis, à New York, pour travailler devant la 3e commission des Nations Unies, j'étais la seule femme et la plus jeune. Les autres étaient de l'extrême gauche du MIR. Les autres étaient socialistes, communistes, radicales, etc. Alors, ils ont décidé, toi, tu es femme, tu es la plus jeune, tu es du MIR, toi, tu fais charge, tu es responsable des pays africains. Et je dis, parfait, je n'ai aucun problème. En effet, comme fille de Cubain, ma famille était déjà mêlée, noir et blanc. Et mon grand-père était marié à une femme noire, il avait des enfants noirs, blancs et comment se dit, c'est mestizo, colored. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Et j'ai vécu tout le temps dans cette réalité. Alors, je dis, c'est parfait. C'est les racines de ma famille. Et France, tu connaissais bien mon père. Il était en Haïti en plus, avec tes parents. Et mon père était un danseur. Il disait, non, la musique de Cap-Vert, de la musique d'Angola, tout ça. Et j'ai connu, là, dans mes travaux, j'ai connu ce que c'était, encore une fois, le machisme. Et je me rappelle dans le roman de Carmen, quand elle se réfère à ces aspects. Bon, je ne vais pas m'allonger parce que je pense que j'ai déjà pris la parole trop de temps. Je m'excuse. Ah non, merci beaucoup, ma vieille amie. J'ai eu le bonheur avec Yvette, on s'est connus en plusieurs endroits dans le monde, mais aussi j'ai été l'ami de son père. Son père qui travaillait dans l'industrie du cinéma à New York. Un beau jour, il me dit, il y a quelque chose, j'aimerais aller en Haïti. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais en parler à mes parents. Il est allé en Haïti et il a vécu avec mes parents, avec sa femme. Et après, donc, c'est Yvette aussi qui est quelqu'un, je dirais, et chaque fois je me demande, entre toutes les langues qu'elle parle, entre le portugais, le français, l'anglais, comment elle fait pour traverser ce monde avec toutes ces identités multiples. Elle-même vient d'une famille très, très, très compliquée. Son beau-père était colombien, elle a vécu au Chili. Oui. Donc, c'était quelque chose. Alors, on va donner la parole il y a 2 personnes qui n'ont pas encore eu la parole. Claudia Valdivia et après à Maria-Inès Boussi. Alors, Claudia. Angélique. Et Angélique aussi. Oui, après, mais l'un après l'autre. Alors, je veux juste vous dire que j'ai pas des histoires aussi palpitantes que les vôtres, mais que je suis très impressionnée par vos parcours. Et surtout par celui de ma belle-mère, Carmen, que j'adore. Et bravo, Angélique. Merci. Claudia. Bon, alors moi, je suis Claudia Valdivia. Je suis arrivée ici en mai 1974, un peu après Rosa Maria et Carmen. Tu ne l'as pas écrit dans le livre à quelle année tu es arrivée? Mais, c'est Francisca. Oh, sí. Oui, Francisca, estuve contigo en este libro. Alors moi, je suis un enfant de la dictature, j'avais 8 ans. C'est sûr que je me rappelle très bien du coup d'État. Je me rappelle très bien aussi quand mes parents militaient pour Allende, pour l'unité populaire. Et j'ai mes souvenirs d'enfant.
Mais ce qui m'a beaucoup aidé à comprendre ce qui était mon pays, parce qu'ici, une fois qu'on arrive, on s'intègre, nous, on est allé à l'école en français, puis on a appris par la bande aussi toute l'histoire du Québec. Alors moi, je me suis intéressée très tôt à l'indépendance du Québec et dès les années 80, bien, à l'école, à la polyvalente, à l'école secondaire, j'ai milité pour le premier référendum à la polyvalente de Saint-Bruno, même si je n'avais pas le droit de vote. On manifestait notre appui au premier référendum de 1980. Et dans ce livre-là, ce que j'ai beaucoup aimé, pour moi, c'est comme un livre d'histoire, mais qui est facile à lire parce que, écoute, Carmen, pour moi, là, j'apprends plein de choses sur le Parti socialiste. Moi, je n'ai pas milité, je n'ai jamais milité au Parti socialiste, ni le Parti communiste, ni le MIR, mais là, j'apprends. J'apprends l'impact de ces partis-là dans l'histoire chilienne. Aussi, tout ce qui est l'extrême droite, la patria libertad, la démocratie chrétienne, c'est toutes des choses que moi, j'ai toujours entendu parler, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le vivre ou d'en parler intellectuellement avec les gens autour de moi, parce que nous, les enfants, on s'est déghettoisés assez rapidement. Et là, j'apprends énormément. Et c'est vrai que, bon, là, j'apprends le socialisme, la CIA, tout ce qui est Kissinger, le général Pratt. J'avais entendu parler du général Pratt, mais qu'il a été harcelé et tout ça. Alors, c'est très intéressant au niveau historique. La lutte des classes, c'est très bien expliqué. Comment l'Union populaire, comment le Chili a été divisé en deux, entre l'Union populaire pour les paysans, les ouvriers, les intellectuels, versus la classe moyenne et la bourgeoisie et les grands patronats. Et ça, c'est le fun parce que moi, je l'ai très bien lu, je l'ai très bien compris. Et tout ce qui reste après l'assassinat de Schneider, Nixon, les grèves, puis bien sûr, le militantisme. Alors, militantisme, moi, en ce moment, Mme Harel, je suis au Parti québécois, au CEN en ce moment. C'est moi qui porte le dossier de collaboration avec les communautés. Puis je vais vous dire que c'est très difficile en ce moment, cette forme de collaboration politique. Et le militantisme. Alors, dans ton livre, Carmen, il y a énormément de femmes militantes. Et moi, je suis une militante. Ça fait longtemps que je suis dans le mouvement syndical dans mon milieu de travail avec le SPGQ, le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec. Et nous, dans ce syndicat-là, 30% des femmes sont des militantes, mais je pense que ça baissait à 27%. Des délégués syndicaux, ce sont des femmes. On ne milite pas. Et dans ton livre, c'est vrai qu'à tous les paragraphes, il y a une femme qui milite. Puis aujourd'hui, je vois que ça s'est perdu au niveau de l'implication sociale pour le militantisme. Au Parti québécois, non, je le vois très bien parce que c'est clair quand on a nos congrès qu'on est moitié-moitié. Mais ce qui est étonnant, c'est dans les années 70, la quantité de femmes qui militaient. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Puis je trouve que c'est un exemple à donner et à encourager les femmes à s'impliquer socialement parce que nous faisons partie de la solution de nos sociétés. Et une femme ne réfléchit pas, c'est pas qu'elle ne réfléchit pas, on a des solutions qui sont différentes de nos collègues hommes. Puis ça, je vous le dis en toute franchise, moi, je m'en vais pendant 5 jours au congrès du syndicat la semaine prochaine et ça va jouer très difficilement. Il y a une inégalité entre les hommes et les femmes dans le mouvement syndical dans lequel je travaille. Mais je pense que les femmes, on devrait plus s'impliquer. Puis ça, c'est un bel exemple parce qu'on voit que les femmes militantes, elles ont des idées, elles s'expriment. Et je trouve ça fantastique. Puis ça n'a pas l'air compliqué. C'est ça le pire. Ça n'a pas l'air compliqué de s'impliquer au niveau d'une société, autant dans un parti, dans un syndicat. Mais je trouve ça extraordinaire. En fin de compte, moi, c'est un livre d'histoire que je suis en train de lire, pas un roman. Mais je t'en remercie beaucoup parce que tu m'as ouvert tu m'as ouvert les portes de mon pays. Je partage.
Alors, merci beaucoup. Et puis, aujourd'hui, les femmes sont quand même majoritaires dans ce Zoom. Et je vois un homme derrière Rosita, je vois Ruben en arrière-plan, et moi, je ne suis que l'animateur. Mais je pense qu'effectivement, cette histoire du Chili aussi, qu'elle raconte, c'est l'histoire aussi de la montée des femmes militantes. C'est un moment aussi tournant, c'est un moment où l'on a vu émerger beaucoup de jeunes femmes qui devaient s'affronter à certains types de conservatisme qu'on trouvait à l'époque dans la plupart des partis de gauche. N'oublions pas aussi qu'il y a une forme d'héroïsme qui était mis en avant à cette époque, qui est née avec la révolution cubaine, qui est née aussi d'une certaine vision de l'Amérique latine, où cette histoire était essentiellement présentée comme une histoire héroïque d'hommes. Et donc, je crois qu'effectivement, il y a ce tournant que, en donnant cette parole aux femmes, en montrant toutes ces femmes qui ont joué un rôle capital dans la lutte pour la démocratisation du Chili, pour mettre fin. Et je me rappelle aussi quand je suis retourné en 2 fois. La première fois, c'était après le référendum, quand Patricio Aylwin était au pouvoir, on a fait pour les radios francophones, on a fait une série qui s'appelait justement La mémoire et l'oubli. C'était voir qu'est-ce qui était resté 17 ans après la dictature de mémoire dans ce pays. Et, et je suis retourné après en 2 fois, en 2011, je vais présenter un documentaire. Et là, c'est peut-être qu'en 2011 que je me suis rendu compte du poids du conservatisme qu'avait été de ce poids qu'avait été la dictature. Et de retour, de tentative de retour à une forme de contrôle social. Et on voyait partout, hein, avec les statuts, les noms de rues, et puis aussi cette hypocrisie. Je me rappelle sur la rue London, où sont morts plusieurs de nos amis, où ils ont été torturés, on avait mis cette plaque, mais sur le sol, de telle façon que ceux qui ne savaient pas marchaient dessus sans le savoir. Donc, pour moi, c'était intéressant et on ne voudrait pas terminer sans donner la parole à Madame María Inés Boussi, qui peut s'exprimer comme elle peut en espagnol, on traduira, ou en français. Yo puedo entender mejor que yo puedo entender mejor que yo hablo. Ok, alors, María Inés, tú puedes hablar en español o en francés como tú quieras. Bueno, yo pensaba hablar en francés, pero gracias por la facilidad, porque como han dicho ustedes, el idioma se va adhiriendo a la piel según los quereres que uno va encontrando en el camino. Entonces, yo mi primer exilio en noviembre, bueno, yo después del golpe, aquí mirando el libro de Carmen, en esa época hay tanto de qué hablar que ya no se sabe ni por dónde empezar. Por ejemplo, yo como sobrina de Allende viví 5 años en su casa. Entonces, mientras Carmen estaba con su grupo y su mundo, yo observaba esto desde la mera mesa del comedor de mi tío Chicho, como le decíamos, Salvador, ¿no? Y veía desfilar por esa mesa no solo a Pablo Neruda, Carlos Altamirano y todos los que Carmen menciona. O sea, los podía tocar, besar, hacer bromas, ¿no? Y incluso Allende decía, toque, toque, carne de estatua. Y tenía el brazo durísimo. Decía, bueno, de esas cosas que uno piensa, no va a ser carne de estatua. Pero, por ejemplo, todas las correrías de Patria y Libertad, de la organización Rolando Matus, de los personeros de la DC, que titubeaban, que se oponían, que atacaban, lo que Nixon y Kissinger planeaban, lo que publicaba el Mercurio,
cómo eso se veía desde la mesa de Guardia Vieja 392. Y respecto a lo que decía Ivette, de que yo le dije de ponerse a grabar todo, eso me había dicho a mí García Márquez en México, porque tuve la suerte de conocerlo, salir a cenar varias veces con él y Danilo Bartulín, que había estado en la moneda con mi tío y que se salvó. Y siempre que nos veíamos, el Gabo me decía, mira, grábate, como sea, a la hora que sea, y yo voy a escribir la novela tuya. Pero en ese periodo yo no podía ni siquiera hablar. O sea, Allende tuve que hacer un proceso de psicológico de separación. Era mi tío el que me tomaba la mano y me hacía broma mientras comíamos, el que me enseñaba a bailar tango, el que criticaba mis pololos, el que se metía en mi cuarto sin permiso, incluso encontrando a mis amigas desnudas porque yo las había invitado a alojar y él no tenía idea que en la pieza al lado yo tenía visitas, el que me quería meter miedo en la noche tirándome piedrita a los vidrios de las ventanas, ¿no? El que se metía cuando yo invitaba a mis compañeros a estudiar a la casa y nos interrumpía y después mandaba a su chofer a comprar helado para excusarse. Entonces, tuve que hacer una separación psicológica porque para mí el Chicho era íntimo y después se volvió tan público que García Márquez lo que me pedía para mí se me trabó aquí. Tuve años con la mandíbula trabada, no podía. Sin hablar de que con Ivette éramos íntimas de Dagoberto Pérez, uno de los líderes del MIR que fue asesinado junto a sus 5 hermanos, y que Ivette venía a mi casa, entraba, salía y nos seguíamos viendo. Yo, así como Ivette trabajaba con Dagoberto, que vivía en mi casa, que éramos compañeros al final del 73, yo trabajaba con Miguel Enríquez como copiloto, porque para el MIR yo era una burguesa, la burguesita, la sobrinita, pero desde el día del golpe me dijeron, oye, siéntate al lado de fulano de tal, con la chapa de turno que cambiaba, y camina con él por Santiago conversando tranquilamente. Entonces, bueno, ahí vamos Miguel y yo, y nos pasaban cosas increíbles, como que una vez pararon nuestro auto y se acercó un militar. Miguel se pone la mano así, yo tranqui, nos jugábamos la vida. Y el militar se apoyó en el marco de la puerta y dice, perdonen, es que va a salir mi general de este garage y estamos deteniendo el tráfico. Y nosotros éramos los primeros de la fila. Bueno, todo esto, el libro, todo esto yo lo fui archivando para poder estudiar, dar clases, ganarme la vida, dedicarme a sobrevivir con tantos muertos en mi cabeza que no se iban, además, que me dieron mucho problema, no solo espiritual, sino que terminé con un cáncer así más o menos importante. Pero este libro remueve cosas, porque te vas encontrando de que, por un lado, si se hacía un paso, por ejemplo, Allende fue a pedirle ayuda a la URSS, a los soviéticos, contra Estados Unidos porque iba a haber un golpe de Estado. Él ya lo preveía cuando nadie lo veía venir. Les hablo del año 69, 68, 67, fue como 3 veces.
Y los soviéticos le dijeron, no, imposible, no podemos tener otra Cuba en América Latina. Y él volvía desencajado, con las manos vacías, sabiendo que los estadounidenses no iban a aceptar el gobierno popular. Y él estaba necio de que había que hacer el gobierno popular. Entonces, todo esto, todas estas discusiones, Carmenza, me removiste todo. Y bueno, entonces yo creo que cada uno de nosotros tiene una historia atascada y yo quiero felicitar a Carmen, porque el sapo salió, logró sacarlo, logró escribirlo, logró tener sus personajes y hacerlos discutir. Yo me declaro incompetente hasta el día de hoy. Cuando cuento la historia me emociono y le voy dando cronología a los hechos, la gente se calla, no se mueve una mosca, y me dicen, ¿has empezado a escribir? Y yo digo, no, o sea, las cosas que decía la Tati, la Beatriz Allende en la mesa, lo que se vivió cuando mataron al Che Guevara, lo que significaba que ella apoyaba al Chicho y llegaba Andrés Pascal a pedir ayuda porque uno de los miristas había caído preso. O sea, todo eso pasaba por mi nariz, así. Y yo digo, ¿por qué no llevaba yo un diario? Sí, pero era una casa que realmente era como tantas, en una callecita cerrada de Providencia que nadie hubiera dado ni 5 pesos por saber que por ahí iba a pasar un ciclón. Entonces, querida Ivette, ¿te acuerdas cuando nos encontrábamos, tú entrando y yo saliendo volada? Porque a todo esto había que mantener una fachada donde yo trabajaba en Naciones Unidas y salía muy elegantita todos los días en mi citroneta, llegaba a la oficina, todo el mundo me veía que cumplía con un cierto horario, me iba y me pasaba a buscar Miguel Enrique abajo. Entonces, todo esto, cuando estalla el golpe y llegan los militares a buscarme, que yo nunca supe por qué me buscaban, si por el Dago, si por ser sobrina Allende, si por Miguel, si porque... Al final resultó que mi citroneta estaba quemada. Había infringido la ley de seguridad interior del Estado y se la llevaron prisionera y obviamente es una desaparecida, como tantos autos de tantos que tuvimos que salir o fueron asesinados, que yo creo que en el fondo la clase militar se volvió clase media, de baja a media y los de medio a alta, de tanto robo que hicieron. Si fue una robadera sin nombre. Mi casa, que era un regalo de mi abuela, porque yo soy la mayor de la familia materna, y mi abuelita, me regaló una casa pensando que iba a vivir conmigo al final de sus días, mi casa se la quedó uno de los abogados de Pinochet, con todo lo que había dentro. Si eso no es robadera, desde el abogado de Pinochet hasta el soldado que decían que era más tonto que Milico sin auto, porque se quedaron con lo que pudieron. Y yo estuve 13 años, 3 meses y 18 días en el exilio. Cuando volví traté de recuperar mi casa, porque estaba en Presidente Riesco, cerca de Naciones Unidas, donde yo trabajaba, y bueno, había que recuperarlas. La habían vendido 13 veces. Costaba encontrar un abogado que se quisiera echar ese pleito, fuera de lo que me iba a salir, que era más caro que comprar un departamento nuevo. Entonces, Chile es un país de mosaicos que se mueven muy agresivamente, porque nadie está dispuesto a perder lo que ganó por la razón o la fuerza. Entonces, hay mucho que hacer. Yo espero
que este nuevo gobierno, con la gente que se ve que tiene ganas, logre, no sé, la fiera no se puede amansar y las correlaciones de fuerza tienen que ser tremendamente firmes para poder sacar este país adelante. No le veo yo cómo por la vía que Allende quería se pueda lograr algo. Y para eso la coyuntura internacional tiene que estar a nuestro favor. Si no, vamos a hacer el triste rol de Evo Morales en Bolivia y lo que han querido hacer en Venezuela y Lula, que te inventan corrupción como sea, para desprestigiarte y sacarte de donde el pueblo o con su pobre esperanza maltrecha te puso. Bueno, como Ivette creo que ya hablé mucho. Besos, chao. Gracias, muchas gracias por este testimonio. A mí, el nombre de Danilo Bartolín me sueña muy fuerte, porque tuvimos los dos en el estadio, y yo me acuerdo de él, de este médico, que yo había conocido anteriormente, porque yo creo que trabajaba en aquel momento, si mi memoria es correcta, en el Hospital San Borja. Y este testimonio muy fuerte de lo que ha sido, es una pequeña parte de la historia de lo que fue esta dictadura que duró demasiado tiempo. Donc, merci encore. Un poquito porque quiero decir algo, ¿ya? No, después tú vas a terminar porque yo nada más que... Yo quiero ¿Oui? un minuto. Ok, Yvette, vas-y. Un minute seulement, ya. Comme Marinès a dit, le roman de Carmen a, je ne sais pas si on peut dire, remué, Oui. removió, a mouvementé, a frappé tellement de choses. Je pense que ce roman ne peut pas rester seulement en français. Je pense que c'est un roman que c'est important, pas seulement pour le peuple québécois, les francophones, mais ça doit être lu par les gens au Chili, Amérique latine, et je pense maintenant en Afrique. Et je ne vais pas rentrer dans ça parce que ça, c'est une autre heure, mais je pense que les questions que tu lèves, que tu mentionnes, Carmen, ça doit être vraiment, et France, je ne sais pas si c'est possible avec Civique ou quoi, mais je pense que ça doit être traduit à l'espagnol. Et je te félicite aussi. Et je ne vais pas dire, Carmen, félicitations pour quelque chose de magnifique, vraiment. Je pense que chacune de nous étions bouleversés, frappés vraiment. C'est choc de tellement de choses. Merci. Pardon. Alors, merci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre avant Carmen qui veut intervenir. Peut-être juste oui, Madame Harel. Pour souscrire à tout ce que Yvette... Oui, alors un mot seulement pour souscrire à ce que Yvette vient de dire. Merci. Merci, Carmen, parce que c'était en fait possible de comprendre de l'intérieur ce que l'on sait, en fait, c'était beaucoup plus cette intégration et qui est faite dans l'émotion aussi, c'était important. Et puis Claudia, je vais au congrès du syndicat des professionnels là, du gouvernement, je serai là vendredi, on m'a invité pour l'équité salariale, j'espère qu'on pourra se saluer. Bravo! Alors, merci beaucoup. Et puis, bon, comme toute bonne chose, il faut une fin. Je dois signaler, avant de terminer avec Carmen, que lundi, je serai au Salon du Livre de Québec avec le livre de Carmen et qu'au mois de mai, le 5 mai, je suis invité à la Maison d'Amérique latine à Paris où on présentera ce livre aussi, ainsi que la traduction
de José Martí, qui a un très beau titre. C'est le journal de campagne de José Martí qui s'appelle, et le titre qu'on a choisi, c'est Seule la lumière est comparable à mon bonheur. Et donc, voilà, on sera à Paris et là, le livre fait sa marche tranquillement. On a été à la Foire du livre de Toronto la semaine dernière, donc voilà, il sera à Sudbury aussi. Donc, Carmen, je te laisse le mot de la fin, puisque c'est toi qui as eu le bonheur de nous d'écrire ce beau livre. Alors, c'est à toi aussi d'avoir le mot de la fin, mais ce n'est pas une fin, c'est en fait à reempezar ahí. Sí, j'espère que tu vas tenir parole et tu vas voir, tu m'as dit, on va parler avec la Maison des Amériques pour traduire les livres en espagnol. Je vais voir, ce n'est pas sa décision, mais il faut trouver un traducteur. Oui, parfait. Je vais te le rappeler, je vais t'appeler une fois par semaine. Mais ce n'est pas grave, mais il faut trouver un traducteur ici parce que il faut trouver un bon ou une bonne traductrice. OK. Moi, je vais vous remercier à vous tous. Je suis très, très, très touchée. Et je vais dire aussi à mes amis de cœur que je ne vous ai jamais oublié. Vous êtes toujours présents avec moi. Et je vais dire aussi à Louise Arel qu'elle a été pour moi, et je l'écris dans mon livre quand je l'ai donné, qu'elle, pour moi, était une source d'inspiration. Il sera toujours tellement conséquent en tant que social-démocrate, avec ses convictions pour l'indépendance du Québec, que pour moi, ça, c'est un exemple. Et j'ai essayé de le suivre le plus que j'ai pu. Ça, c'est pour ça. Je remercie aussi beaucoup ma belle-fille qui a pris le temps, le fin de semaine, pour dessiner mon livre. Et à Rosita qui m'a accompagnée, conseillée dans toute cette aventure. Et à la écoute attentive d'Yvette, de Marie-Inès, que j'ai toujours eu dans mon cœur, de mes temps des études, après comme dans la lutte qu'on a fait chacun dans ces secteurs, organisations politiques, etc. Mais France aussi, parce qu'il m'a appuyé beaucoup dans mon rêve de pouvoir publier ce livre. Federico, qui n'a pas parlé beaucoup, mais qui était toujours là pour m'encourager. Pareil que mes fils. Mais je voudrais, j'espère que j'ai oublié personne. Claudia, mais oui, quand je dis Claudia... Moi, j'ai ton livre annoté, hein, partout. On passait du temps à parler par téléphone, il est venu au lancement. Je te remercie beaucoup, Claudita. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez écouté nous tous, et je pense qu'en partie de douleur qu'on a eu, il a été inscrit dans notre corps et dans notre mémoire. Et qu'il faut vivre avec ça, mais je pense que cette histoire d'amour, c'est pour dire, dans les douleurs, on peut aussi aimer. On peut aussi aimer la nature, aimer un homme, aimer les pays où on est et les pays où on était né. C'est un ensemble de choses. Et l'autre chose que je pense que c'est très important, c'est toute la problématique de la mondialisation. Je sais que je l'ai touché dans le livre, j'aurais voulu aller plus loin, mais je pense que tant et aussi longtemps que la mondialisation existe dans le temps qu'il existe aujourd'hui, avec la division internationale du travail, les peuples qu'on dit émergents, ils ne pourront pas se développer. C'est pour ça qu'il nous faut une plurimondialisation. Ça veut dire
dans les pays émergents de s'unir en fonction de leurs objectifs dans des marchés qui lui sont propres. Il faut casser cette mondialisation qui a été dirigée par les États-Unis avec la meilleure armée que pour moi c'est l'OTAN. Dans ce sens-là, je pense qu'il faut approfondir beaucoup plus cette nouvelle mondialisation qui a surgi, comme tout le monde le sait, à partir des années 91, quand la guerre froide est finie, quand le mur de Berlin en 89 est tombé, et dans lequel la Russie aussi, et tous les pays dits socialistes réels, dans lesquels il n'y avait pas de démocratie, tout le monde, on est d'accord. Mais nous, ceux qui ont été de gauche, on a resté orphelins. Mais maintenant, il y a au Chili un nouveau processus qui s'ouvre, dans lequel il va voir, et j'espère qu'il va voir une nouvelle constitution écologique, dans laquelle je le vois tous les jours, les normes qui se discutent, dans lesquelles déjà l'État subsidiaire a été approuvé pour passer à un État social et de droit, comme au Québec, un État social-démocrate. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, surtout les changements le système néolibéral de ce paradigme qui a été implanté par la dictature, pour un qui, je pense, va être plus social-démocrate parce que les conditions ne sont pas encore là pour commencer à reconstruire un nouveau système qui aille plus loin que la social-démocratie qui est inserte à l'intérieur du néolibéralisme. Voilà, je peux me tromper, mais c'est mon humble opinion. Et je vous remercie à vous tous. Alors, merci beaucoup, Carmen, merci beaucoup, Madame Harel, merci beaucoup, Madame Boussi, Yvette, Rosita, Madame Valdivia. Donc, merci à toutes celles qui ont participé à ce Zoom et peut-être qu'on en aura d'autres, cette fois-ci peut-être en espagnol aussi, pourquoi pas, parce que si on parle de traduction de ce livre, il faut quand même amorcer peut-être un Zoom en espagnol pour les Chiliens qui ne vivent pas dans les pays francophones, mais aussi pour tous ceux qui sont intéressés à connaître cette période. Nous, dans la maison d'édition, on en avait fait sur Salvador Allende, on en a fait sur la pensée de Salvador Allende, on a sorti en espagnol le livre sur la Tate Allende. Donc, pour nous, ce livre aussi est important, et pour moi, tout en particulier, parce que, comme on dit, le Chili est aussi une blessure dans mon cœur. C'est le moment peut-être, mes moments entre 19 et 25 ans où j'ai eu la douleur de vivre la fin d'une expérience politique importante, mais aussi où j'ai eu tout ce bonheur d'avoir vécu une grande partie de, je dirais, de ma vie politique au Chili. Alors, merci encore à toutes et à toutes celles qui ont participé ici. Et puis, ce sera la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Merci pour l'invitation. Ciao. Merci Ruben. Merci Ruben qui a été pour votre félicitations. Bravo Ruben, merci beaucoup. Gracias Ruben.